Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nicéphore consacré à la photographie de guerre. Si tu découvres cette histoire aujourd'hui, je t'invite à écouter d'abord la première partie où nous avons exploré les traces de ses origines. Des premières stèles antiques aux images bouleversantes de la guerre civile espagnole, nous y avons vu comment, progressivement, l'appareil photographique s'est invité sur les champs de bataille, devenant un témoin fragile, parfois manipulé, mais de plus en plus puissant. Aujourd'hui, nous poursuivons ce voyage avec un tournant majeur, la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, d'une ampleur sans précédent, inaugure une nouvelle ère où la photographie devient à la fois une arme psychologique, un outil de propagande de masse, mais aussi, parfois, un espace de résistance visuelle. Cette période voit aussi émerger des figures marquantes, et notamment celles de nombreuses femmes photographes, longtemps invisibilisées, qui vont elles aussi saisir l'horreur, l'héroïsme, mais surtout l'humanité en plein chaos. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à t'immerger au cœur d'une guerre photographiée comme jamais auparavant. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire. De toutes les guerres de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale est celle qui a généré le plus de propagande photographique. Et ce, à une échelle internationale inégalée. Plus qu'un simple conflit militaire, cette guerre est un conflit total, mobilisant non seulement les forces armées, mais aussi les ressources civiles, économiques et culturelles. Chaque gouvernement a donc un double objectif, maintenir le moral des populations, mais aussi contrôler l'opinion publique, qui devient une arme stratégique à part entière. La photographie se transforme alors en un outil psychologique puissant, capable d'influencer les foules et de légitimer les actions militaires. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mais contrairement aux conflits précédents, notamment la Première Guerre mondiale que nous avons exploré dans la première partie de cette série, le contrôle des images ne passe plus uniquement par la censure. Cette fois-ci, chaque pays met en place des bureaux de propagande qui ne se contentent pas de filtrer les photographies, ils les produisent activement. Ce changement de stratégie traduit une évolution majeure. Les images de guerre ne sont plus seulement des témoignages, elles sont mises en scène pour servir un récit officiel. Chaque nation crée alors son propre organe de propagande, adapté au discours politique et psychologique qu'elle souhaite inculquer à sa population. Pour l'Allemagne, c'est le ministère de la propagande du Reich qui est instauré. La France de Vichy fonde le service de la propagande, le Royaume-Uni met en place le ministère de l'information, le Japon s'appuie sur le bureau de l'information du gouvernement, l'URSS dispose du comité d'État pour la cinématographie et de l'agence TASS, et les États-Unis créent l'Office of War Information, aussi connu sous le nom d'OWI.
Chacun de ces bureaux dispose d'équipes de photographes missionnés sur le terrain, chargés de capturer les images conformes aux attentes gouvernementales. Alors quel est l'objectif ? Eh bien de renforcer les discours officiels en bâtissant une vision glorifiée de la nation. Elle doit être victorieuse, héroïque, unie face à l'ennemi. Pour cela, la mise en scène est de mise. On diabolise l'adversaire, justifiant ainsi des actions militaires d'une violence sans précédent. Bombardements massifs, occupation de territoires, exécutions sommaires. Bien entendu, les images produites varient selon les pays. Chaque camp adapte son imagerie aux idéaux qu'il défend, aux émotions qu'il veut susciter et aux justifications qu'il souhaite apporter à ses actes. D'un côté, nous avons les pays prônant l'expansionnisme, la suprématie raciale et la dictature, comme l'Italie, le Japon et bien évidemment l'Allemagne nazie. Et dès son arrivée au pouvoir en 1933, Adolf Hitler revendique ouvertement la propagande, allant jusqu'à la théoriser dans Mein Kampf. La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple. La propagande agit sur l'opinion publique à partir d'une idée et la rend mûre pour la victoire de cette idée. Dans sa stratégie, Hitler comprend l'importance de son image personnelle. Il encourage ainsi la création de maisons d'édition spécialisées dans la propagande nazie, en soutien à son ministère de la Culture et de la Propagande. Parmi elles, celle de Heinrich Hoffmann se distingue. En 1932, il publie l'album photographique Hitler comme personne ne le connaît, qui a été tiré à 2,5 millions d'exemplaires. Rapidement, Hoffmann devient le photographe officiel du Führer en 1937, forgeant l'image d'un leader charismatique, proche du peuple, presque paternel. Ce corpus d'images est aujourd'hui un témoignage essentiel pour comprendre comment la propagande photographique a participé à l'adhésion massive à l'idéologie nazie. Alain Sayag, commissaire de l'exposition Un dictateur en images, présentée en 2018 à Montpellier, analyse ainsi ce phénomène. Le but, c'est de montrer à quel point la photographie est un univers dans lequel on projette les images que l'on veut voir, et pas du tout celles de la réalité. C'est une construction mentale au même titre que la littérature. S'intéresser à cette figure du mal absolu qu'est Hitler, c'est regarder le diable dans les yeux, et donc de voir comment la fascination du diable peut s'exercer, comment ce système a pu se mettre en place. Mais chez les Alliés, la propagande prend une autre forme. Les États-Unis, par exemple, exaltent les valeurs de liberté et d'antifascisme. Des photographes comme Edward Station, déjà actifs pendant la Première Guerre mondiale, se portent volontaires pour documenter ce nouveau conflit. Ils proposent un projet de documentation photographique et cinématographique sur l'importance de l'aéronaval. En 1943, il embarque à bord du porte-avions USS Lexington peu avant l'attaque de l'île de Kwajalein dans le Pacifique Sud. De cette mission résulte une photographie marquante, la masse noire du porte-avions sur laquelle se juxtaposent les silhouettes blanches des marins préparant une frappe aérienne. L'image exalte à la fois patriotisme et la supériorité militaire américaine. D'autres photographes de guerre, notamment des femmes, qui peinent encore à être envoyées en mission sur le terrain, s'intéressent au combat quotidien des civils. Lee Miller, par exemple, commence à documenter la souffrance des Londoniens, en particulier des femmes dans les hôpitaux et les abris anti-aériens. Ces images révèlent la violence du Blitz sur Londres, ainsi que les conditions de libération des villes françaises. Vient ensuite Toni Frissell, photographe pour la Croix-Rouge et l'armée américaine, qui se consacre tout particulièrement aux infirmières, ambulancières et soldates. Elle documente également le célèbre groupe des Tuskegee Airmen, les premiers pilotes noirs de l'armée américaine. Margaret Bourke-White, quant à elle, est la première femme accréditée comme photographe de guerre. En plus de documenter directement les conflits, elle se rend dans les usines d'armement pour montrer les femmes à l'œuvre, tout aussi capables de participer à l'effort de guerre. L'ensemble de leur travail est promu comme une preuve que chacun peut contribuer à l'effort de guerre et que ce devoir patriotique s'impose à tous, quel que soit leur genre, leur âge ou leur origine ethnique. Et à la fin de la guerre, une photographie fait la une des journaux. On y voit un groupe de soldats américains hissant le drapeau national sur le mont Suribachi à Iwo Jima,
Cette image, réalisée le 19 février 1945 par Joe Rosenthal, devient l'emblème national de la victoire des États-Unis sur le Japon. Alors bien évidemment, je précise, le Japon à cette période n'a pas encore capitulé. Et pourtant, à la suite de cette diffusion, une compétition, presque bon enfant, apparaît parmi les correspondants de guerre. La question est à qui réalisera l'image la plus emblématique de la victoire sur le fascisme. Inspiré par Joe Rosenthal, le photographe soviétique Evgueni Kaldey réalise ainsi son cliché du drapeau rouge sur le Reichstag le 2 mai 1945. Dès sa publication, la presse l'impose comme le symbole de la victoire soviétique sur le nazisme. Autre photographie, autre contexte, l'image célèbre de Lee Miller où elle se nettoie de la boue de Dachau dans la baignoire du dictateur allemand. Intitulée « La femme dans la baignoire d'Hitler », cette photographie, dévoilée dans la presse britannique, symbolise encore une fois la victoire du Royaume-Uni sur la dictature. Le point commun entre ces trois photographies, en plus d'être devenues des emblèmes nationaux, ce sont toutes des mises en scène. Alors non pas que les événements n'aient pas eu lieu, mais Joe Rosenthal et Evgueni Kaldey, n'ayant pas pu capturer l'instant historique, ont demandé aux soldats de rejouer la scène pour la photographier. On dit même qu'Evgueni Kaldey avait embauché un figurant et commandé un drapeau sur mesure pour sa photographie. Lee Miller, de son côté, a elle-même mis en scène sa prise de vue avec son collègue. Alors l'objectif de ces trois images n'était pas de mentir sur la réalité, mais de la reconstituer pour la rendre plus percutante visuellement, et cela a fonctionné. Mais au-delà des emblèmes nationaux, la fin de la guerre annonce la révélation d'images choquantes, inimaginables, surréalistes. Vous vous en doutez, nous ne pouvons passer à côté des photographies des camps de concentration. Ce sont trois photographes qui permettent la diffusion de cette tragédie humaine, Lee Miller pour Dachau, Margaret Bourke-White pour Buchenwald et George Roger pour Bergen-Belsen. Les images sont brutales et bouleversantes, charniers de corps squelettiques, survivants hagards, chambres à gaz, tout cela est dévoilé dans la presse. Susan Sontag témoigne de l'impact de ce florilège d'images dans son ouvrage intitulé « Sur la photographie » et publié en 1977. La première rencontre que l'on fait de l'inventaire photographique de l'horreur absolue est comme une révélation. Le prototype moderne de la révélation. Une épiphanie négative. Ce furent pour moi les photographies de Bergen-Belsen et de Dachau que je découvris par hasard chez un libraire de Santa Monica en juillet 1945. Rien de ce que j'ai vu depuis, en photo ou en vrai, ne m'a atteinte de façon aussi aiguë, profonde, instantanée. De fait, il ne me semble pas absurde de diviser ma vie en deux époques, celle qui a précédé et celle qui a suivi le jour où j'ai vu ces photographies. J'avais alors 12 ans. Bien qu'il me fallut encore plusieurs années avant de pouvoir comprendre complètement leur signification. À quoi bon les avoir vus ? Ce n'étaient que des photos. Photos d'un événement dont j'avais à peine entendu parler et auquel je ne pouvais rien changer, d'une souffrance que je pouvais à peine imaginer et que je ne pouvais en rien soulager. Quand j'ai regardé ces photos, quelque chose s'est brisé. Une limite avait été atteinte. Et qui n'était pas seulement celle de l'horreur. Je me sentis irrémédiablement endeuillée, blessée, mais une partie de mes sentiments commença à se raidir. Ce fut la fin de quelque chose. Ce fut le début de larmes que je n'ai pas fini de verser. Souffrir est une chose, vivre avec les photographies de la souffrance en est une autre, et cela ne renforce pas nécessairement la conscience, ni la capacité de compassion. Alors, si ces images sont autorisées à la diffusion par les bureaux de propagande, c'est surtout pour trois raisons. Tout d'abord, elles deviennent le symbole de la victoire sur le nazisme et prouvent que ce sont bien les Alliés qui ont libéré les victimes de l'innommable. Autrement dit, les pays alliés utilisent ces instantanés pour s'attribuer l'image de sauveur. Ensuite, bien que la population se doutait qu'un génocide était en cours, elle n'en mesurait pas réellement l'ampleur. Diffuser ces images met donc fin au déni des populations et des dirigeants. Enfin, la photographie constitue une preuve irréfutable des crimes nazis et devient
un argument judiciaire lors du procès de Nuremberg. Ce procès, considéré comme le plus grand de l'histoire, est intenté par les puissants alliés contre 24 hauts responsables du Troisième Reich. Accusés de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité, ils font face à des preuves visuelles accablantes. C'est ce qu'en témoigne Susan Sontag dans son livre « Devant la douleur des autres » en 2003. Elles étaient une saisie de la réalité, irréfutable. Ce qu'aucun témoignage verbal, fût-il impartial, ne pourra jamais être, puisqu'une machine enregistrait cette réalité. Et elles étaient un témoignage sur la réalité, puisque quelqu'un avait appuyé sur le déclencheur. Outre l'horreur des camps, d'autres photographies sont divulguées aux populations malgré une maîtrise gouvernementale encore très restrictive. Il est ici question des dégâts causés par les frappes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki survenues les 6 et 9 août 1945. Ces images, d'abord censurées par le Japon, les États-Unis et intrinsèquement l'Europe, sont peu à peu dévoilées au public, mais dans des conditions bien différentes. Durant la fin de la guerre, l'armée américaine censure ces images afin d'éviter de susciter un sentiment négatif de la population vis-à-vis de l'usage de la bombe atomique. Ce n'est qu'après la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 que les premières images du désastre sont dévoilées dans la presse américaine. Mais toujours dans une volonté de contrôle. Seules les photographies des dégâts urbains sont divulguées. On y voit uniquement des infrastructures détruites et des paysages dévastés, mais ce qui est déjà suffisamment puissant pour marquer les populations états-uniennes et européennes qui prennent conscience de la puissance destructrice de l'arme atomique. Alors bien évidemment, ces images sont diffusées à des fins de propagande. En ne présentant qu'un désastre urbain, la censure militaire souhaite prouver que la possession de l'arme nucléaire rend les États invincibles et constitue une arme de dissuasion prête à protéger les populations. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. 3 jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix? Le Japon, de son côté, censure également les images et ne les divulguera que des années après sa capitulation pour des raisons bien différentes de celles de l'Occident. Alors déjà, remontons en contexte. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est détruit et traumatisé, sans oublier qu'il se trouve encore sous occupation américaine. La priorité du gouvernement japonais et des autorités d'occupation américaine est tout d'abord d'éviter le choc collectif et de privilégier la reconstruction du pays. Mais l'occupation américaine souhaite également éviter de raviver un sentiment anti-américain sur le territoire japonais, pouvant rapidement se transformer en hostilité ouverte à son encontre et impacter durablement la reconstruction du pays. Bien évidemment, les Japonais sont au courant qu'un événement gravissime a eu lieu à Hiroshima et Nagasaki, des informations leur sont parvenues, mais pour éviter une révolte nationale et accentuer le traumatisme psychologique, la censure s'impose. Les premières photographies sont donc divulguées au fur et à mesure que le pays se reconstruit. Mais ce n'est qu'à partir de 1952, soit bien après le début de la reconstruction du pays et surtout à la fin de l'occupation américaine, que les Japonais découvrent les réelles répercussions de ces deux catastrophes. La parole se libère chez les survivants des frappes nucléaires, appelés aujourd'hui Hibakusha. Leurs témoignages sont publiés dans la presse et pour illustrer leurs propos, on dévoile des images horrifiques. Des victimes irradiées, des brûlures inimaginables, des corps défigurés et des morts. Beaucoup de morts. Contrairement aux États-Unis, qui ne dévoilent que des images sous un prisme américain, la presse japonaise publie des instantanés de photographes japonais, eux-mêmes victimes de la catastrophe, tout aussi surpris par la frappe que le reste de la population.
À Hiroshima, on parle notamment de Ken Domon et de Kensuke Higo, et à Nagasaki de Yoshito Matsushige et Yosuke Yamahata. Ces photographies provoquent une onde de choc dans le pays qui se mobilise pour commémorer la souffrance des victimes et dénoncer ces atrocités. C'est notamment grâce à la fin de la censure de ces témoignages, à la fois visuels et textuels, que le mouvement pacifiste japonais plaide pour le désarmement nucléaire. Un plaidoyer qui commence à faire écho en Europe lorsque les populations découvrent elles aussi les véritables répercussions nucléaires sur les victimes. Les mouvements pacifistes japonais inspirent de grandes manifestations pour la paix, à Berlin, à Londres et à Paris. On y utilise les images pour sensibiliser l'opinion publique européenne aux dangers du nucléaire, favorisant ainsi la fondation de nouveaux mouvements activistes pacifistes européens. Mais aux États-Unis, la réception est plus complexe. L'opinion publique est divisée en raison de la guerre froide et des tensions avec l'Union soviétique. Bien que les images aient également été vues par la population états-unienne, le gouvernement se décentre de sa responsabilité et justifie l'utilisation de la bombe atomique comme un gage de sécurité nationale. Cela n'a cependant pas empêché l'émergence de campagnes américaines en faveur de l'interdiction des essais nucléaires. Au final, le mouvement pacifiste japonais, né de ces témoignages visuels alliés aux paroles des Hibakusha, devient le facteur principal ayant permis la signature du traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité est adopté en 1968 et entre en vigueur en 1970. Il vise à limiter la prolifération des armes nucléaires et à promouvoir le désarmement. De nombreuses photographies du conflit restent censurées, à l'instar de celle de Dorothea Lange sur les camps d'internement des Américains d'origine japonaise. Son regard humaniste, en contradiction avec la propagande officielle américaine, entraîne la censure de son travail pendant près de 60 ans. Ces cas de censure sont fréquents durant ce conflit, empêchant les photographes d'être pleinement libres dans leur prise de vue et leur regard posé sur le sujet. C'est ainsi qu'en 1947, un ensemble de photographes de guerre célèbres décident de cofonder leur propre agence indépendante de photographie. À l'origine de la très célèbre agence Magnum, on trouve Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, dit Chim, George Roger et William Van Divert. Aujourd'hui considérée comme l'agence la plus célèbre au monde, elle est avant tout créée pour permettre aux photographes de garder un réel contrôle créatif sur leur production, tout en poursuivant leur documentation autour d'événements mondiaux. Ils rompent définitivement avec les directions artistiques imposées par les médias et imposent leur regard singulier, volontairement humaniste. À la suite de cette agence novatrice, d'autres apparaissent, motivés également par l'expansion des médias de masse et donc la croissance des médias photographiques. C'est notamment le cas de Sigma en 1954, Gamma en 1966 et Sipa Press en 1973. C'est sans doute grâce à l'émergence d'agences indépendantes que le gouvernement vietnamien et américain ne parviennent plus à exercer la censure durant la guerre du Vietnam, débutée en 1955. Les photographes envoyés sur le terrain sont désormais libres de capturer le conflit à travers leur propre regard, échappant ainsi à toute propagande positiviste. Leurs images dévoilent alors, sans filtre, les ravages de la guerre. Cette nouvelle imagerie du conflit est marquée par l'usage novateur des films couleurs et la popularisation des objectifs 35 mm. Ce dernier oblige les photographes à se rapprocher toujours plus de leur sujet, créant ainsi une immersion inédite dans l'horreur qui gagne en réalisme et en intensité. La guerre du Vietnam marque un tournant dans la photographie de guerre, celui de la fin de la mise en scène et des images retouchées. Ces pratiques sont drastiquement réduites car les photojournalistes côtoient désormais les reporters de télévision qui filment leurs moindres faits et gestes. De plus, la demande croissante d'images à un rythme effréné ne laisse pas le temps aux photographes d'orchestrer des mises en scène ou de retoucher leurs clichés. Les photos sont envoyées dans leur état brut, exposant toute la cruauté de la guerre, car l'objectif, plus d'embellir ou de glorifier l'effort de guerre, mais de témoigner de la réalité, c'est-à-dire un conflit ravageur aux conséquences incommensurables sur l'être humain et son environnement. Parmi les photographies emblématiques de la guerre du Vietnam se démarque celle de Vernon Wyke, réalisée en 1967 par Catherine Leroy. À seulement 21 ans, elle est la plus jeune photoreporter du conflit et même de l'histoire.
Tandis qu'elle suit les marines américains, ces derniers sont pris sous le feu des Viet Cong. Catherine Leroy se met à couvert et aperçoit à sa droite Vernon Wyke. En avançant, l'aide-soignant découvre son camarade mortellement touché. Catherine Leroy immortalise alors cet instant, capturant Wyke tentant de recouvrir le corps de son ami pour le protéger du chaos ambiant. Son regard, empli de douleur et de détermination, dépasse le cadre, exprimant à la fois désespoir et rage. Cette image est l'un des témoignages les plus poignants du traumatisme des soldats américains envoyés au front, voir leurs compagnons tomber sur leurs yeux, impuissants. Une autre photographie marquante est celle prise en 1968 par Eddie Adams. En pleine bataille dans le quartier de Han Quang de Saigon, il capture un moment de brutalité inouïe, l'exécution sommaire de Nguyen Van Lem, lieutenant du Front de Libération. L'image, prise à bout portant, immortalise l'instant précis où le chef de la police sud-vietnamienne tire une balle en pleine tête du prisonnier. Une photographie terrifiante qui illustre la brutalité du conflit et provoque une onde de choc dans l'opinion publique. La guerre du Vietnam est aussi synonyme de bombardement massif. Christine Spengler capture en 1975 l'un d'eux, à Phnom Penh. Contrairement aux clichés pris sur le vif au plus près des combats, elle opte pour un plan large, en noir et blanc, qui place des enfants au premier plan, le regard perdu face à un paysage apocalyptique. Une image puissante qui suscite une empathie immédiate et souligne la détresse des victimes civiles. Mais de toutes ces images, la plus iconique reste sans doute la petite fille au napalm prise le 8 juin 1972 par Nick Ut. Ce jour-là, des bombes sont larguées sur le temple bouddhiste d'un village où s'étaient réfugiés des civils, dont de nombreux enfants. Pris au piège des flammes, ils tentent de fuir. Nick Ut la capture. Au premier plan, un groupe d'enfants court terrorisés, encadrés de soldats américains. En arrière-plan, une épaisse fumée noire s'élève. Mais ce qui rend cette photographie inoubliable, c'est la présence d'une petite fille nue, Kim Phuc. Son visage est tordu de douleur, ses bras sont écartés et son corps est en train d'être brûlé par le napalm, un mélange inflammable d'essence gélifiée et de phosphore. Cette photographie raconte l'horreur de la guerre mieux que n'importe quel discours. Après avoir pris la photo, Nick Ut prend Kim Phuc dans ses bras et l'emmène à bord de sa moto à l'hôpital de Saigon, sauvant ainsi la vie de la petite fille. Ces photographies marquent une rupture radicale avec la propagande de la Seconde Guerre mondiale, qui cherchait à glorifier l'effort militaire. Cette fois-ci, les photojournalistes révèlent une telle horreur qu'un mouvement pacifiste universel voit le jour. Aux États-Unis, l'effet est immédiat. Ce que le gouvernement tentait d'éviter par la censure éclate au grand jour. Jamais un conflit n'avait été autant couvert photographiquement dans l'histoire, et la fin de la censure expose aux yeux du monde l'horreur de la guerre en temps réel, accentuée par l'essor de la télévision. Susan Sontag résume parfaitement cette ambiguïté. La photographie émet un double message. « Arrêtez ça !» somme-t-elle. Mais elle proclame aussi « Quel spectacle !» L'exposition massive des atrocités de la guerre alimente le débat national. Ce dernier ne se limite plus au plateau télévisé. Il descend dans les rues. La population se divise et s'affronte, comme en témoignent les clichés de Benedict Fernandez, capturant les immenses manifestations anti-guerre à New York dans les années 60 et 70. D'autres images expriment un appel à la paix, à l'instar de la célèbre photographie de Marc Ribot, La jeune fille à la fleur. Lors de la manifestation contre la guerre du Vietnam à Washington, le 21 octobre 1967, la lycéenne Jane Rose Casimir, âgée de 17 ans, s'approche à quelques centimètres des soldats en ligne, brandissant une fleur face à leur fusil. Une image devenue un symbole de la protestation pacifiste. Après 10 années de mobilisation et d'opposition au sein du peuple américain, la guerre prend fin le 30 avril 1975, avec la victoire du Nord-Vietnam. Ce conflit resta à jamais gravé dans l'histoire comme la guerre la plus médiatisée, mais aussi la dernière où la photographie joue un rôle aussi déterminant dans la perception du public et l'évolution de l'opinion mondiale.
À partir de la fin des années 80, deux entités marquent profondément l'évolution du photojournalisme, le Visa pour l'image et Reporters sans frontières. Créé en 1989, Visa pour l'image devient rapidement un festival incontournable pour les photographes de guerre, que l'on assimile beaucoup au Festival de Cannes des photographes. Chaque année à Perpignan, il expose les travaux des photojournalistes documentant les conflits, tout en soulevant des questions cruciales sur les enjeux éthiques et les responsabilités du métier. Ce festival met en lumière la puissance de l'image en temps de guerre, tout en soutenant la professionnalisation du photojournalisme et en offrant un espace d'échange sur les défis du terrain. Reporters sans frontières, de son côté, est fondé en 1985 et défend la liberté de la presse tout en protégeant les journalistes, notamment ceux qui couvrent les zones de guerre. L'organisation alerte sur les risques encourus par les photojournalistes, en particulier dans des conflits comme celui de l'ex-Yougoslavie, et se bat pour leur sécurité ainsi que leurs droits dans des environnements hostiles. Ces deux initiatives structurent le photojournalisme moderne et renforcent le rôle central des images de guerre en tant que témoignage et preuve de l'histoire. Elles contribuent aussi à une meilleure protection et reconnaissance des photographes de guerre. Mais une guerre ne se limite jamais au combat sur le terrain. Elle se joue aussi dans les discours, les récits et bien sûr les images. Celle qui déchire l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 ne fait pas exception. Sa couverture photographique rappelle celle de la guerre du Vietnam, mais cette fois-ci, l'ampleur médiatique est sans précédent. Pour la première fois, une guerre européenne est scrutée en temps réel. Chaque massacre, chaque bombardement, chaque drame est relayé sur les écrans du monde entier. Mais cette omniprésence médiatique ne garantit pas une information impartiale, car montrer la guerre, c'est aussi choisir comment la montrer. Ce conflit débute en 1991 avec les guerres d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, avant d'être marqué par la guerre en Bosnie dès 1992. Il provoque l'éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et marque l'histoire par ses nombreux nettoyages ethniques et crimes de guerre. En 1999, la situation exige une intervention internationale. L'OTAN s'oppose aux forces serbes au Kosovo. Dans cette guerre où chaque camp tente de justifier ses actes, l'image devient une arme. La presse internationale se retrouve à la croisée des intérêts politiques, géopolitiques et économiques. Choisir quelle atrocité montrer, quel bourreau mettre en avant, c'est déjà prendre parti. Ainsi, les crimes serbes sont largement médiatisés, tandis que les exactions croates ou bosniaques restent bien plus discrètes dans les paysages occidentaux. Et puis, il y a la mise en scène. Le cliché iconique de Fikret Alik, bosnien au corps décharné derrière un grillage, est l'exemple parfait de la puissance et de l'ambiguïté de l'image de guerre. Cette photo, évoquant immédiatement les camps de concentration nazis, devient l'une des plus marquantes du conflit. Et pourtant, elle a été prise dans un camp de réfugiés et non dans un centre d'extermination. La nuance est cruciale. Mais une fois l'image diffusée, le choc est tel que la précision importe peu. En août 1992, le monde découvre que plus de 3000 musulmans et croates bosniaques sont parqués derrière des barbelés, quotidiennement maltraités et humiliés. Des images qui faisaient ressurgir le souvenir des épisodes les plus noirs de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, les 5 condamnés sont aussi... Car cette guerre suit une logique qui dépasse l'information, celle du spectacle. Depuis le Vietnam, depuis la Shoah, depuis Hiroshima, le public occidental a été exposé à tant d'horreurs qu'il s'est insensibilisé. Pour le toucher à nouveau, il faut toujours plus violent, plus dramatique, plus insoutenable. Les médias suivent cette demande, la nourrissent même. Dans une presse où l'audience et les ventes dictent la ligne éditoriale, les images les plus tragiques sont celles qui captent l'attention. Mais l'horreur a ses limites. Il faut que le spectateur s'indigne sans qu'il rejette. Trop de sang, trop de cadavres, c'est le risque du dégoût, du refus de voir. Alors certaines images sont retenues, d'autres sont écartées. On montre des villages bombardés, des réfugiés en détresse. Mais les pires massacres, ceux qui révèlent toute la brutalité de la guerre, restent souvent dans les archives.
non pas pour préserver la dignité des victimes, mais pour ne pas heurter trop violemment les consciences occidentales. Cette instrumentalisation des images, ce filtrage de l'horreur, la guerre en Yougoslavie en est l'un des exemples les plus flagrants. Et pourtant, ce n'est que le début. Quelques années plus tard, Susan Sontag analysera ce phénomène en 2003, décrivant cette course à l'image choc, ce besoin de toujours plus de drames pour émouvoir un public devenu insensible. Dans le prolongement de cette réflexion sur la surenchère de l'horreur, un autre phénomène émerge, celui du drame exotique. Susan Sontag souligne que plus un événement se déroule loin de l'Occident, plus il est facile de regarder la mort en face. Autrement dit, lorsqu'un conflit se déroule dans un lieu perçu comme lointain, la souffrance devient presque plus acceptable. Ce fut particulièrement vrai pour le génocide rwandais de 1994. Le Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, est perçu comme distant des préoccupations occidentales. Résultat, malgré la documentation des massacres, la réaction internationale tarde. Ce n'est qu'une fois les images de cadavres largement diffusées que l'ampleur du massacre est reconnue. Pourtant, même dans ce contexte, ces images sont perçues comme des tragédies lointaines, n'affectant pas directement l'humanité du spectacle occidental. Plus l'endroit est éloigné ou exotique, plus il nous est loisible de regarder les morts et les mourants en face. Ce contraste est frappant avec la manière dont sont censurées les images de souffrance sur le sol occidental. En Europe ou aux États-Unis, il y a une pression sociale et éthique pour éviter de choquer le public. Mais lorsqu'il s'agit d'un conflit africain, ces scrupules disparaissent. Les images les plus violentes deviennent du contenu médiatique consommable, le génocide rwandais étant perçu comme un drame spectaculaire mais détaché. Cette logique médiatique, qui rend certaines tragédies plus montrables que d'autres, nourrit une désensibilisation progressive. Comme l'explique Susan Sontag, à force d'être exposé à des horreurs, le public devient insensible et ces tragédies finissent par apparaître comme une fatalité, un cycle inévitable de violence propre à certaines régions du monde. Ces images portent un double message. D'une part, elles montrent une souffrance scandaleuse, injuste, pour laquelle il faut offrir réparation. D'autre part, elles viennent confirmer le fait que c'est le genre de choses qui arrivent là-bas. L'omniprésence de ces photographies et de ces horreurs ne peut empêcher d'alimenter la croyance selon laquelle, en ces parties obscures ou arriérées, c'est-à-dire pauvres, du monde, la tragédie est inéluctable. En revisitant ces événements sous l'angle du regard occidental, on comprend mieux comment les médias façonnent notre perception des conflits. Et ce n'est qu'avec du recul, grâce à des penseurs comme Susan Sontag, que nous pouvons analyser cette consommation visuelle de la souffrance humaine et ses effets sur notre sensibilité collective. Cette capacité à montrer l'horreur d'une guerre lointaine contraste fortement avec la manière dont sont censurées les images de souffrance lors de conflits sur le territoire occidental. En effet, lorsqu'il s'agit de montrer les cadavres et les victimes d'une guerre sur le sol européen ou américain, une pression sociale et éthique s'impose souvent pour éviter de choquer la population. Dans ces cas-là, on préfère souvent minimiser ou censurer les images les plus choquantes, craignant de perturber les consciences. Les images d'atrocités sont souvent filtrées et les récits des conflits occidentaux ne laissent pas toujours place à la pleine dimension de la souffrance. À l'inverse, dans des conflits comme celui du Rwanda, l'éloignement culturel et géographique permet de présenter ces scènes tragiques comme faisant partie d'une réalité à distance, presque abstraite, sans la même pression de minimiser les souffrances pour éviter des bouleversements émotionnels. L'odeur est pestilentielle. Les corps en décomposition de familles entières bornent encore la route entre la frontière tanzanienne et Kigali. Les uns, surpris dans leur maison, d'autres, froidement exécutés, les mains liées dans le dos. Sans doute pour prouver l'ampleur du massacre, les rebelles du Front populaire rwandais, le FPR, qui a repris la région à l'armée gouvernementale, ne se sont toujours pas décidés à enterrer ces morts. Ils baladent les journalistes, une sorte de safari de l'horreur. Malgré l'appel du FPR, leur garantissant la sécurité plus de 3 semaines. Le génocide rwandais est donc l'exemple parfait d'un drame dit exotique, qui, une fois porté à l'attention des médias mondiaux, devient un spectacle.
Les images de ces massacres sont passées par le prisme d'un regard occidental désengagé. Cependant, comme le souligne Susan Sontag, cette consommation d'horreur fait naître une banalisation de la violence hors Occident. Plus on expose les spectateurs à des scènes extrêmes, plus ils deviennent insensibles, jusqu'à ce que ces tragédies deviennent une sorte de marchandise émotionnelle. Lors du génocide rwandais, les photographies de massacres, de cadavres et de souffrances ont été largement diffusées. Et dans ce contexte, tout semblait permis. Les images d'horreur étaient montrées sans détour, sans filtre, perçues comme une composante inévitable du drame étranger. Cette distance géographique et culturelle justifiait aux yeux des médias la diffusion de clichés d'une violence brute. Puis vint le 11 septembre 2001. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h15 heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. Attentat selon les télévisions américaines, selon un haut responsable américain également. Le temps était très clair. On voit mal... Cette fois, la tragédie frappait aux portes de l'Occident. Un tournant décisif dans la représentation de la souffrance humaine et surtout dans la manière dont les médias allaient traiter l'horreur. Nous n'étions plus de simples spectateurs d'un conflit éloigné, nous étions les victimes. Pourtant, un paradoxe s'impose immédiatement. Alors que la souffrance à distance était exposée sans retenue, la douleur locale fait l'objet d'une censure soigneusement orchestrée. Les images des victimes du 11 septembre, cadavres, blessés, corps tombant des tours, sont largement évitées par la presse. Des raisons de décence et de respect du public sont avancées. L'horreur était bien là, sous nos yeux, mais estompée, mise à distance par des critères moraux qui semblaient ne s'appliquer qu'à l'Occident. Cette censure prend souvent la forme du jugement sur le bon goût. Un critère qui, dès lors qu'il est invoqué par les institutions, devient un outil répressif. Rester dans les limites du bon goût est la justification officielle pour écarter les images les plus effrayantes des morts du World Trade Center. Ces décisions prennent souvent la forme de jugement sur le bon goût, lequel est toujours un critère répressif dès lors que les institutions s'en réclament. Rester dans les limites du bon goût. Tel fut le motif invoqué pour justifier qu'on ne montre aucune des effrayantes photographies qui avaient été prises des morts du World Trade Center juste après le 11 septembre. Susan Sontag analyse le bon goût comme une justification à la censure des images les plus choquantes. Ce critère moral impose une limite à ce qui peut être montré dans les médias, prétendument pour protéger les spectateurs. Mais cette justification interroge. Pourquoi certaines atrocités sont-elles librement exposées lorsqu'elles concernent des conflits lointains, mais censurées lorsqu'elles frappent l'Occident ? Après le 11 septembre, cette censure devient systématique. Les images de corps sans vie, de blessures ouvertes, disparaissent presque totalement des couvertures médiatiques. L'objectif est de préserver une forme de dignité publique, d'éviter un choc supplémentaire à une population déjà traumatisée. Mais cette approche révèle une contradiction. Si la souffrance est universelle, pourquoi semble-t-elle plus acceptable à distance qu'en plein cœur du monde occidental ? Le bon goût médiatique se trouve aujourd'hui confronté à un autre défi, l'ère du numérique. Désormais, les images de guerre et de souffrance circulent librement sur Internet, échappant en grande partie aux filtres traditionnels. Blogs, réseaux sociaux et plateformes de partage ont bouleversé la hiérarchie de l'information, permettant aux photographes, journalistes et citoyens de diffuser leurs images en temps réel. L'émergence du numérique a transformé notre rapport à l'information et à l'émotion, bousculant l'éthique du photojournalisme. En 2001, les événements du 11 septembre ont vu proliférer des images captées non seulement par les grandes chaînes d'information, mais aussi par des citoyens témoins armés de caméras et d'appareils photo. Ces images, circulant sur Internet sans aucun filtre institutionnel, ont participé à la construction d'un nouveau récit médiatique.
Dans cette nouvelle dynamique, l'image cesse d'être seulement un outil de reportage, elle devient un acteur de l'événement. Chaque photo, chaque vidéo, chaque témoignage en temps réel contribue à façonner la perception du monde, rendant obsolètes les anciens mécanismes de censure. C'est parce qu'une guerre, n'importe quelle guerre, paraît impossible à arrêter que les gens perdent leur capacité à réagir à l'horreur. La compassion est une émotion instable. Elle doit se traduire en action, faute de quoi elle s'étiole. Avec l'avènement du numérique, la diffusion des images se heurte à un nouveau défi, la rapidité et l'immédiateté de l'information. Les images de guerre et de souffrance, qu'elles soient censurées ou non par les médias traditionnels, circulent désormais librement sur Internet. Blogs, réseaux sociaux et plateformes de partage ont brisé le monopole de la diffusion d'informations, permettant une exposition sans précédent à la brutalité des conflits contemporains. Ce bouleversement a radicalement transformé la manière dont nous percevons la guerre. Chaque image, chaque vidéo capturée par un journaliste, un soldat ou un civil peut désormais façonner le récit d'un conflit en temps réel. Ce changement a entraîné à la fois une plus grande transparence, mais aussi une prolifération d'images manipulées ou instrumentalisées à des fins de propagande. Le conflit en Afghanistan marque un tournant dans la manière dont les guerres sont couvertes par les médias, avec l'apparition des blogs et des premiers outils numériques. La guerre s'est progressivement installée sur la toile à travers des témoignages plus personnels et immédiats. Cependant, l'armée américaine a imposé un contrôle strict de l'information. L'accès des journalistes aux zones de combat était limité et les images de certaines scènes étaient scrutées à la loupe avant diffusion. Parallèlement, l'armée a compris l'importance du visuel et a utilisé la photographie pour façonner un discours officiel. Les soldats étaient présentés comme des héros, engagés dans une mission de libération et de sécurisation. Ces images, largement diffusées, participaient à la construction d'une perception rassurante du conflit pour l'opinion publique américaine et internationale. Cette maîtrise de l'image a ouvert la voie à une nouvelle forme de propagande visuelle, où le contrôle des récits passe aussi par la sélection des images diffusées. L'invasion de l'Irak en 2003 a renforcé cette stratégie de contrôle de l'image. Les journalistes intégrés aux unités militaires, dites embarquées, étaient soumis à une narration officielle. Leur accès était restreint, et même lorsqu'ils étaient autorisés à se rendre sur certaines zones, leurs images étaient filtrées pour ne pas heurter le discours de l'armée américaine. Toutefois, l'Irak a aussi vu l'émergence d'un contre-discours visuel. La résistance irakienne, mais aussi des citoyens et des activistes ont capturé et diffusé des images alternatives. Des destructions causées par les bombardements, des civils en détresse et des scènes de torture. La guerre en Irak, c'est aussi la révélation de pratiques inhumaines menées par l'armée américaine. À 20 km à l'ouest de Bagdad, la prison d'Abu Ghraib était utilisée comme centre de torture du temps de Saddam. Les Américains en ont pris le contrôle, mais n'en ont pas changé la nature. Au printemps 2004, des photos et rapports choquent le monde. Ils prouvent que des soldats ont torturé et abusé sexuellement des détenus irakiens. Ces photographies, souvent relayées par des médias arabes ou indépendants, ont contribué à façonner une autre perception du conflit, opposée à la vision américaine officielle. Cette guerre de l'image a été un enjeu clé du conflit irakien, marquant une nouvelle étape dans la propagande visuelle. Vient ensuite la guerre civile syrienne, déclenchée en 2011, qui a bouleversé les pratiques du photojournalisme. Car contrairement au conflit précédent où les reporters étaient souvent intégrés à des forces armées, la Syrie a vu une explosion d'images directement issues des citoyens. Des vidéos filmées avec des smartphones, au cadrage parfois maladroit, mais d'une brutalité réaliste, qui ont commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux, dénonçant les exactions du régime de Bachar el-Assad. Face à cette exposition, le pouvoir syrien a mis en place une censure féroce, tentant de restreindre l'accès à Internet et de bloquer la diffusion des images compromettantes.
En parallèle, les forces régime ont aussi exploité les images pour nourrir leur propre propagande. L'affrontement ne se limitait pas au champ de bataille, mais s'étendait à l'espace numérique, transformant les réseaux sociaux en un véritable terrain de guerre de l'information. Certaines images, comme celle des bombardements d'Alep ou du petit Aylan Kurdi échoué sur une plage turque, ont marqué l'opinion publique mondiale, montrant l'impact de cette nouvelle forme de reportage citoyen. Un corps échoué sur cette plage de Turquie. C'est celui d'Aylan Kurdi. Il avait 3 ans et était kurde de Syrie. Les gardes-côtes désemparés le transportent. 12 corps vont être repêchés, dont celui de sa mère et de son frère de 5 ans. Son père, lui, a survécu. Leur canot pneumatique était parti de Bodrum, direction l'île grecque de Kos, distante d'à peine quelques kilomètres. Mais le bateau a chaviré. Toute cette famille a quitté Kobané, une ville au nord de la Syrie, en guerre. Alors la famille kurdie prend la route. Première étape de leur exode, la Turquie. Le conflit en Ukraine, débuté en 2014 et intensifié en 2022, marque une nouvelle ère pour le photojournalisme. La guerre y est documentée en temps réel, notamment sur TikTok. Cette plateforme, initialement conçue pour le divertissement, est devenue un vecteur central de la guerre de l'information. Des vidéos de combats filmées par des soldats, des bombardements capturés par des civils, des témoignages bouleversants s'y propagent en quelques heures, redéfinissant la manière dont le monde perçoit le conflit. La rapidité de diffusion a poussé les différents camps à maîtriser cet outil. Dans mon abri anti-bombe. Un défi, acheter de la nourriture pendant la guerre en Ukraine. Parce que l'humour, c'est aussi une façon de résister, ces vidéos décalées se multiplient sur TikTok. En Ukraine, de nombreux jeunes montrent leur quotidien pour sensibiliser leurs abonnés à la situation des civils. Cette Ukrainienne de 20 ans vit désormais dans un abri anti-bombe avec sa famille. Entre couvre-feu et bombardement, elle profite de ses rares sorties pour montrer les effets de la guerre sur son environnement. Tandis que l'Ukraine exploite les images pour mobiliser le soutien international, la Russie censure massivement les médias indépendants et diffuse des contenus fabriqués pour orienter l'opinion publique. La guerre en Ukraine est ainsi devenue un laboratoire où s'affrontent information et désinformation dans une bataille où chaque image est une arme de communication. Ces nouveaux modes de diffusion soulèvent une question essentielle. Dans un monde où l'image est omniprésente et instantanée, qui décide encore de ce que nous voyons ou non ? Car depuis les premières expérimentations photographiques sur les champs de bataille de Crimée jusqu'aux conflits les plus récents, la photographie de guerre n'a cessé d'évoluer, de s'affirmer et de déranger. D'abord outil de propagande, puis témoignage brut, instrument de mémoire, voire preuve à charge dans le procès pour crimes contre l'humanité, elle est devenue bien plus qu'un simple médium d'information. Elle a parfois glorifié, souvent dénoncé, mais a toujours montré. Et si elle nous a permis de voir, c'est pour mieux nous rappeler que derrière chaque conflit se joue l'avenir de l'humanité. Les photographes de guerre, qu'ils soient au cœur des combats ou à la lisière, portent sur leurs épaules le poids du réel. Ils ont vu ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et en appuyant sur le déclencheur, ils ne cherchent pas seulement à documenter, ils tentent d'alerter les populations. Mais à mesure que les conflits changent, que les technologies évoluent et que les images circulent à une vitesse fulgurante, une question demeure. Jusqu'où doit-on montrer l'horreur ? Et à quel prix ? Car si une photographie ne met jamais fin à une guerre, elle peut changer le regard que nous portons sur elle. Et peut-être est-ce là, au fond, sa plus grande force. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Et un merci tout particulier à Vanille du podcast C'est Creepy, ainsi qu'à Kurt du podcast Obscurum pour leur interprétation des protagonistes. Si toi, cher auditoriste, tu as aimé cette plongée dans l'histoire de la photographie de guerre, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie.
Et si tu souhaites soutenir Nicéphore et aider à le faire perdurer, tu peux rejoindre mon Patreon à hauteur de tes moyens. En échange, tu auras accès à un épisode exclusif par mois. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.